Place au parti pris. Nous rejoignent Ruth Elkrieff pour la politique, François Langlais pour l'économie, Avnous Chalmani pour l'international. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth, avec le grand débat qui naît notamment de la publication des premiers bilans humains de la canicule, le nombre de victimes. Là, on parle d'un peu plus de 1000 morts, c'est très provisoire pour l'instant, et chacun de se retourner vers le gouvernement. Mais enfin, qu'avez-vous fait ? Comment avez-vous été aussi imprévisible ? Eh bien, vous dites attention, tout n'est pas la faute de l'État. Alors, je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron. Bonsoir. Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron tout de suite. C'était vendredi. Ça fait maintenant plusieurs années que nous avons accompagné une transition de nos habitats, de nos bâtiments publics, de nos infrastructures publiques, qui correspond à l'adaptation. Et donc il y a un gros travail qui a été fait, et je pense que l'honnêteté conduit à le regarder, à la fois de montants investis et de vraies transformations, et qui ont changé beaucoup de choses. Voilà, donc le gros travail a été fait. Dans le même temps, on a entendu Monique Barbu, la ministre de l'Environnement. La phrase a été répétée, commentée. Je vous la rappelle, je suis horrifiée par ceux qui disent on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter quoi ? Elle n'a pas dit que cela, mais enfin elle l'a dit et on le sait. Et dans le même temps, vous l'avez dit, on a appris que selon Santé publique, environ 1000 décès de plus que la normale allaient être comptabilisés dans l'Hexagone depuis mercredi. Et cette hausse allait toucher principalement les plus de 65 ans, mais pas seulement. Toutes les classes d'âge sont concernées. Une augmentation de 40% des décès à domicile, par exemple. Alors, on est quand même le pays du principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution. On est quand même le pays qui a vécu la canicule de 2003. Est-ce qu'on en a tiré aucune leçon ? Eh bien, je vais vous dire franchement, oui, on en a tiré des leçons, mais pas suffisamment. Cette année-là, je vous rappelle, il y a eu 37% de surmortalité en une semaine par rapport à l'année précédente. 15 000 morts, 87% de plus de 70 ans et une surmortalité sur l'année de 75%. Cette année, la ministre de la Santé, estime toutefois que le bilan sera bien inférieur à la canicule de 2003. Et Sébastien Lecornu, qui s'exprimait il y a quelques instants, a dit que l'ensemble de la chaîne de prévision, de réaction des agents de Météo France jusqu'aux agents hospitaliers, à l'entrée des urgences des hôpitaux, en passant par les forces de sécurité civile, l'ensemble de la chaîne a tenu. Et c'est vrai, parce que des leçons de 2003 ont été tirées. Je vous donne quelques exemples pêle-mêle. Dans le cursus des études de médecine, par exemple, on connaît mieux et on gère mieux les pathologies liées à l'extrême chaleur. On les connaissait pas bien. Les services météo ont intégré de façon très claire les alertes canicules, les niveaux vert, jaune, orange, rouge, comme la neige ou le verglas, et c'est très utile pour éviter des catastrophes comme des grands rassemblements à des moments où la température va être très élevée. Les plans canicules ont été élaborés et appliqués. Un des meilleurs exemples, c'est que par exemple la salle fraîche obligatoire dans les EHPAD, qui avait été généralisée, a sauvé de nombreuses vies cette année. Donc voilà, ce sont quelques exemples. Des leçons ont été retenues, mais évidemment, pour autant, tous les problèmes n'ont pas été réglés. À l'hôpital, par exemple, on sait soigner la pathologie, mais le patient est dans une chambre à 50 degrés. Et donc, évidemment... Les écoles. Et les écoles, les crèches, les crèches, les bébés. Donc, évidemment, on est en colère ou on est contrarié, on se pose beaucoup de questions. Mais il faudra voir et analyser. Apparemment, ce qu'on va conclure à cette heure-ci, de la nature des décès, c'est que principalement, ils vont être dus à l'isolement, à la pauvreté, à la dépendance, au logement mal adapté, bien sûr, et au système de soins saturé. Parce qu'il y a eu des plans, mais le problème, c'est l'exécution. Les moyens humains limités, les collectivités débordées, les familles absentes, le suivi incomplet des personnes à risque. Écoutez le Premier ministre. La question de la solitude, la question des personnes qui vivent seules, des personnes qui vivent seules parce qu'elles n'ont plus de proches, personnes qui vivent seules et qui ont des proches qui ne s'occupent plus d'eux. Mais il y a aussi une géographie de cette affaire, davantage en milieu urbain, encore plus d'ailleurs en Île-de-France que dans le reste du pays. Et donc aussi c'est la question un peu de l'anonymat de cette société dans laquelle il y a moins de solidarité. Voilà. Ça ne va pas demander non plus à l'État de s'occuper de la solitude. Mais oui. Enfin, encore que ça devient un sujet politique. Ça devient un sujet très politique. Bon, il y a deux exemples très, très terribles. Une jeune fille de 12 ans retrouvée morte et son frère en hyperthermie, souffrant de troubles neurodégénératifs qui étaient hospitalisés à domicile. Ce soir, il y a 2 enfants de 15 mois
qui ont été retrouvés morts. On va retrouver évidemment beaucoup de personnes isolées ces derniers jours, ce week-end, qui n'ont pas eu de visite et qui ont succombé. Il y a l'effet aussi retard de pathologie chronique qui va se déclencher dans les semaines qui viennent et qui vont parce que les organismes humains ont été soumis à rude épreuve. Mais encore une fois, je le répète, et vous l'avez dit, tout n'est pas la faute de l'État. Il y a une responsabilité individuelle et collective. Aller taper à la porte de son voisin, prendre des nouvelles de sa famille, garder les petits-enfants, les siens ou ceux des autres. Ces réflexes civiques existent déjà, mais ils doivent se développer. Il y a le drame des noyades, dans des lieux non prévus par la baignade, par des adolescents qui savent pas assez bien nager. L'État, justement, qu'on accuse d'être nounou. Les médecins ont déconseillé le sport ou l'alcool pendant la canicule. Et pourtant, je peux vous assurer que de nombreux jeunes et moins jeunes se sont crus plus forts que la nature et sont allés courir. Moi, j'ai vu, en plein pic de chaleur, des adultes conversant autour d'un verre bien rempli sur les terrasses. Je suis désolée, mais c'est une forme d'irresponsabilité qui n'est pas acceptable lorsqu'on sait que la situation des hôpitaux est tout à fait borderline, comme on dit, tout à fait tragique. Alors, principe de précaution ou pas, l'État a manqué d'anticipation, d'adaptation sur les structures, les logements, les écoles, les crèches, les villes. Les méthodes sont à discuter et à améliorer. Trop de délégations, trop d'échelons de décision et d'application. Mais la responsabilité individuelle, c'est aussi un sujet. François. Je vous retrouve tout à fait sur 2 points. Le premier, c'est que manifestement, un certain nombre de leçons de 2003 ont été apprises et retenues. Je suis pas un spécialiste. J'écoute Mathias Vargon, par exemple, qui est le chef de service des urgences de l'hôpital de Saint-Denis, qui dit « on est beaucoup mieux organisé ». Et 2, responsabilité individuelle. Évidemment, c'est tonitruant. On est face à une catastrophe climatique. C'est une catastrophe climatique. On ne peut pas appeler l'État tous les matins en lui disant de boucler la terre et de nous protéger de choses qui le dépassent largement. Et évidemment qu'on déploie les moyens nécessaires et le plus possible. De ce point de vue, il m'a semblé qu'il y avait un certain nombre de réunions, de comités, d'alertes qui ont été tenues très tôt. Pour le reste, il faut croiser les doigts, s'équiper, faire preuve de solidarité, c'est ce que vous avez dit, être prudent. Et quand même la climatisation dans les bâtiments bien sûr, publics. La climatisation. Et ça, vous l'avez mentionné l'un et l'autre. C'est la France publique qui, de ce point de vue, est en retard. C'est vrai. C'est vraiment en tant que libéral, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui à chaque fois m'exaspère, c'est qu'on a ces rappels de buvez de l'eau, essayez d'aller dans des endroits frais, etc. Et maintenant tous les supermarchés en bas de chez vous sont climatisés. Et on râle en disant mais l'État nounou, mais ils nous prennent pour des enfants, mais on est quand même responsable. Mais effectivement, ça n'empêche pas les gens, évitez l'activité physique, ne buvez pas d'alcool. Et ça n'empêche pas les gens, tout en se plaignant de l'État nounou, et de dire on nous prend pour des mômes, de quand même le faire et d'aller saturer des hôpitaux où là, il y a des personnes âgées, des gens qui ont des maladies chroniques, des enfants qui ont besoin de soins et qui, eux, ils le subissent, alors que ceux qui ne suivent pas la règle du jeu, eux, ils viennent prendre la place de d'autres qui subissent. Et ça, c'est pas normal. François, votre parti pris économique, vous nous parlez d'une décision judiciaire très controversée d'un tribunal qui a imposé à Total d'être responsable des émissions de gaz à effet de serre, mais vous allez nous expliquer ça plus en détail, de ses clients. Alors ça provoque évidemment énormément de débats, c'est une manière de sanctionner Total, dont certains ont dit il n'y a plus qu'à leur dire d'aller s'installer à l'étranger, il ne leur reste plus que ça à faire. Et vous dites, et si la justice avait raison ? Pourquoi ? C'est vrai, David. Total Énergie, vous l'avez dit, vient de se voir enjoindre par le tribunal de Nanterre d'intégrer dans son plan de vigilance des risques le compte large des émissions carbone en prenant en compte non seulement les émissions carbone liées à son activité propre, l'exploration, la collecte des hydrocarbures, le transport, etc., mais aussi les émissions de ses clients. Autrement dit, celles de tous les automobilistes qui font le plein pour leur véhicule à la pompe des stations Total Énergie. En fait, vous savez, les émissions responsables du réchauffement climatique sont classées en 3 groupes. Il y a ce qu'on appelle le scope 1, le périmètre 1, qui justement concentre les émissions liées à l'activité de l'entreprise. Pour Total, c'est par exemple les émissions de méthane qui sont assez importantes quand on fore la terre pour obtenir du pétrole.
Total a d'ailleurs pas mal restreint ces émissions-là. Et puis il y a le scope 2 qui comprend l'énergie achetée. Par exemple, l'électricité utilisée pour faire tourner les puits de pétrole. Et il y a ce qu'on appelle le scope 3 qui lui est beaucoup plus large, qui intègre et l'amont et l'aval. Autrement dit, les émissions provoquées par la fabrication des machines utilisées, ou bien la fabrication des véhicules utilisés. Et puis en aval, justement, c'est les émissions qui sont provoquées par les automobilistes qui achètent les produits de Total. Ça change tout, hein. En scope 1 et 2, qui était la référence jusqu'ici adoptée par Total, 34 millions de tonnes d'émissions, avec d'ailleurs une sensible réduction qui est liée aux efforts de Total, moins 28% depuis 2015, mais en scope 3, c'est 10 fois plus. 342 millions de tonnes, ce sont des émissions qui sont comparables à celles d'un pays comme la France. Hein. Donc c'est tout à fait substantiel. Alors évidemment, intégrer dans ces plans de vigilance le scope 3, ça pose un double problème. Un, comme le rappelle Total Energy, les émissions 3 dépendent de décisions d'investissement de ses propres clients. Acheter ou pas une voiture électrique, qui elle-même peut dépendre de la politique commerciale des constructeurs automobiles, de la politique d'installation des bornes de l'État. En fait, ça échappe largement à Total. Et deuxième problème de concurrence, parce que les grands pétroliers américains ou chinois, inutile de dire qu'ils se contrefoutent du scope 3. Donc Total fait la course avec les autres, et il est plutôt bien placé, avec un sac à dos qui est chargé de davantage de pierres que ses homologues. Ils investissent beaucoup moins par ailleurs dans les renouvelables, alors que Total, c'est 10, 12, 13% de son chiffre d'affaires. Un tiers maintenant. Pas du chiffre d'affaires, des profits. Des profits. Mais justement, pour autant, sur le fond, cette décision du tribunal n'est pas illégitime, parce que la question de la réduction des émissions, elle ne peut pas être traitée sans les pétroliers. Elle ne peut pas être traitée avec des pétroliers qui soufflent un vent de face. Le réchauffement atteint un niveau problématique. Vous venez d'en parler. Et on ne peut pas se réfugier derrière l'inaction des uns pour justifier sa propre inaction. Ça vaut pour les entreprises, notamment Total, mais pas seulement Total. Ça vaut pour les individus, évidemment. Ça vaut pour les gouvernements tout autant. Et le cas de Total est particulièrement intéressant, vous l'avez dit, parce que, bien sûr, l'entreprise fournit le carburant pour faire fonctionner l'économie, le gaz, hein, c'est évident, mais elle réinvestit le tiers de ses profits dans les énergies non carbonées. Le tiers. C'est le seul pétrolier à opérer cette transition. Le seul. Et on peut imaginer que l'attention portée au scope 3, ça va être un aiguillon de plus, peut-être même un aiguillon pour accélérer cette transition. C'est bienvenu. Dans le même temps, il faut dire aussi que le tribunal a récusé d'autres demandes des plaignants. Ce sont des ONG, pour l'essentiel, notamment la demande d'interrompre les nouveaux projets pétroliers et gaziers, de réduire la production d'hydrocarbures, et puis ils ont également récusé des mesures spécifiques pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Les juges ont estimé, je cite, qu'il ne leur appartenait pas de fixer des cibles à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences climatiques négatives résultant de l'activité de Total. Vous voyez que c'est assez sensé. Et au total, ce jugement, pris dans sa globalité, me semble assez équilibré, assez nuancé, et il faut le saluer. Mais si les automobilistes n'achètent plus d'essence Total, est-ce qu'ils n'achèteront pas de l'essence Shell ou les autres qui n'investissent plus du tout dans les renouvelables? Sans doute. Ils sont moins Alors, vertueux. Vous avez raison de soulever ce point, mais on peut se dire quand même que dans le monde idéal, et au fond, quelle autre référence prendre? Eh bien, la pression, elle s'exerce de façon croissante et conjointe, avec des rythmes et une intensité différentes dans les continents, et que si vous lâchez le pied, eh bien, vous ne vous situez pas justement dans cette perspective, et qu'il faut trouver le juste niveau de contrainte, de façon à ne pas pénaliser Total trop. Et Dieu sait que on l'a défendu Total sur ce plateau, notamment pour ses milliards de profits et cette polémique stupide, mais que là, il s'agit quand même d'un problème mondial dans lequel nous avons tous une responsabilité, et Total évidemment au premier chef. Abnouz, votre parti pris international, Starmer, c'est fini en Grande-Bretagne, il l'a annoncé, et on se demande quel sera le profil de son successeur, du Labour également. Donc quelle autre gauche pour la Grande-Bretagne? Andy Burnham, c'est son nom, donnait son premier grand discours national. Ouais. Et vous dites,
on découvre le futur Premier ministre britannique et on découvre aussi qu'il est populiste, selon vous. Disons que voilà, on est dans un paradoxe, je m'avancerai pas jusque-là, mais vous allez vous faire votre idée. Alors évidemment, je peux pas m'en empêcher, parce que je regardais la semaine dernière qu'il était, il y a vraiment quelque chose de shakespearien dans son ascension, mais c'est tellement facile, dès qu'on a un destin britannique, on y colle Shakespeare, donc voilà, je m'excuse. Aussi parce qu'on l'appelle le roi du Nord, c'est comme ça que la presse britannique l'appelle. Il s'apprête donc à rentrer à Downing Street. Ça sera certainement autour du 17 juillet si personne, ce sera un couronnement, si personne ne se présente contre lui. Et a priori, personne ne se présentait contre lui, tellement là, il a réussi à prendre l'ascendant sur le Labour. Andy Burnham, donc 56 ans, il n'est pas né à Manchester, mais près de Liverpool, d'un père technicien du téléphone et d'une mère réceptionniste dans un cabinet médical. Celui qu'on surnomme l'enfant du Nord ouvrier a été collaborateur parlementaire à 24 ans, conseiller spécial à 28 ans, député à 31 ans. Il aura donc passé en tout 16 ans à Westminster, au Parlement, et il a été par plusieurs fois ministre sous Gordon Brown à la santé, à la culture et même secrétaire d'État au Trésor. Et par 2 fois, il a échoué à prendre la tête du Labour, du Parti travailliste, en 2010 et en 2015, face à Corbyn, qu'il a écrasé. Alors, on est d'accord que voilà un CV pour le moins prestigieux et institutionnel d'un homme qui se présente comme un outsider. Donc déjà, premier paradoxe populiste. Je continue. En 2017, il devient maire du Grand Manchester et c'est à ce moment-là qu'il crée son personnage à travers le manchesterisme. C'est le terme qui a été appliqué à ce qu'il a fait. Pourquoi ? Parce qu'il a renationalisé les bus, il a fait baisser les tarifs et il a capté quelque part la croissance pour le redistribuer dans les quartiers populaires. C'est une réussite réelle et mesurable. Et il en est tiré une philosophie qui résume par, je cite, la fin du néolibéralisme, un socialisme pro-entreprise, et désigne l'ennemi, le ruissellement. Donc, si les pauvres, en gros, je résume, si les riches vont bien, les pauvres vont de mieux en mieux. Il n'y croit pas du tout. Il dit ça ne marche jamais. Je n'en veux pas. Et aujourd'hui, donc, c'était son grand discours et pas n'importe où. Le discours est évidemment choisi. Il a tenu son discours depuis le musée de l'histoire du peuple à Manchester, pas à la City, centre de la finance, et pas à Whitehall où se trouvent concentrés les lieux de pouvoir, tous les ministères. Voilà, il a choisi le temple de la mémoire ouvrière et là, il a lancé sa formule choc. On l'écoute. I am going to give Britain the circuit breaker it needs. The country spends too much time arguing and not enough time doing. Alors, jusque-là, tout va bien. Attendez, je vous fais une progression dramatique, vous voyez. Et ce qu'il propose, en gros, c'est le plus grand transfert de pouvoir de l'Angleterre moderne, avec une idée phare presque théâtrale. On l'écoute encore. Number 10 North will be the nerve centre of a rewired Britain. It will be the conduit through which we redistribute power and resources across the UK. Donc voilà, en fait, il veut créer un nouveau 10 Downing Street, qui est le lieu de pouvoir et d'habiter du Premier ministre, mais cette fois, celui du Nord à Manchester. On se croirait dans Game of Thrones, j'adore. Donc voilà, alors en gros, il parle de faire de Manchester le centre névralgique d'une Grande-Bretagne recablée, et il enchaîne avec un plan sur 10 ans, je cite, de la bonne croissance dans chaque code postal. Alors, je vais vous le traduire juste au français, ça s'appelle la décentralisation, hein, voilà, c'est ça. Mais il utilise des mots comme ça, très fleuris. Alors, il promeut aussi la réforme de l'eau et de l'énergie privatisée. Autrement dit, il rêve de renationaliser le tout. Il défend la promesse du plus grand programme de logements sociaux depuis l'après-guerre. Mais oui, il est ambitieux et il n'oublie pas l'aveu. Alors, j'avoue, ça a été mon passage préféré. C'est il reconnaît que toute une génération de responsables, dont lui-même est le tout la main sur le cœur, est coupable de la perte de confiance des citoyens dans la politique. Et c'est très habile parce que ça fait mea culpa de l'initié qui se rachète en accusant les siens. On n'a jamais trouvé mieux comme aveu. Alors le discours était enflammé, mais là vous allez me poser la question. Mais où diable va-t-il trouver tout cet argent pour financer toutes les promesses ? Et où diable va-t-il trouver tout cet argent pour financer toutes ces promesses ? Et là, mystère, parce qu'il n'a pas rien dit de plus, ce n'est pas financé, et surtout qu'après 25 minutes de discours, il a refusé de prendre une seule
questions. Donc 25 minutes de vision. Je suis la première à dire qu'on a besoin de vision justement pour réconcilier les citoyens avec la politique. Mais 0 minute de contradiction et de questions. Bon, j'ai trouvé ça quand même. Se comprend que l'opposition conservatrice l'a taclé. La grande idée de Burnham, c'est de redistribuer le pouvoir entre les politiciens. Alors, le roi du Nord, après tout ce que je viens de vous dire, est-il populiste? Alors, je rappelle pour les distraits que le populisme, c'est la promesse que tout sera simple, que les coupables sont toujours ailleurs, qu'il suffit un coupe-circuit pour réparer le pays. Et là, j'avoue, Burnham, c'est le roi du paradoxe. Il porte avec ostentation, vous le voyez à chaque fois, le costume, ce qu'il appelle le costume du Nord, t-shirt noir, style décontracté, l'anti-establishment, j'allais dire à la boutonnière, mais affiche le CV de l'establishment le plus pur. Ça vous fait penser à quelqu'un, moi, totalement. Il promet la rupture, mais fuit les questions. Et il n'est pas tout à fait populiste. C'est là où il arrive quand même. La City sait pas comment trop se positionner. C'est un homme qui a appris la grammaire du populisme. C'est-à-dire la mise en scène, il y avait le décours ouvrier, la formule qui claque. Mais il parle cette grammaire-là avec un accent social-démocrate. On continue à dire « je suis un socialiste favorable à l'entreprise » et c'est ce qu'il a fait. Donc maintenant, on a la mise en scène de décor, reste le contenu. Et là, il y a déjà un petit indice que nous allons avoir, c'est que tout va se jouer dans qui va choisir comme chancelier, comme ministre des Finances. Et le nom de Ed Miliband, l'aile gauche du Labour circule. Et si Burnham confie le trésor au plus gauche des siens, les marchés ne verraient plus un roi, mais un saut dans le vide. Et ça fait un peu Liz Truss de gauche. Merci à vous trois pour ces partis pris. J'ai oublié de vous donner une information importante. C'est que depuis 18h ce soir, le tout nouveau podcast de François Langlais est lancé. Spécial 2027. Pourquoi président? C'est le nom de ce podcast avec premier invité Bruno Retailleau, qui est à retrouver sur TF1+, TF1 Info, toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Donc on en reparlera de ce podcast, mais c'est un rendez-vous qui est d'ores et déjà à prendre. Pourquoi président? Merci à vous de nous avoir suivis.